8h35, bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Sud Radio, parlons vrai avec mon invité ce matin, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe et député MoDem des Yvelines. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Au menu, la bataille des coalitions, la valse des premiers ministrables à gauche qui s'apprête à donner le nom de son candidat pour Matignon, le camp présidentiel qui réfléchit à une alternative. Vous allez tout nous dire, Jean-Noël Barrot. Mais d'abord, Emmanuel Macron qui a refusé dimanche la démission de Gabriel Attal. Vous êtes toujours ministre. Jusqu'à quand ? Est-ce que vous le savez ? Jusqu'à ce que le président de la République accepte la démission du gouvernement de Gabriel Attal. Il a dit, ou il a plus précisément écrit dans sa lettre qu'il le ferait dans un avenir proche, pour que par la suite le gouvernement puisse expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit formé. Je crois que c'est la bonne manière de procéder. J'ai lu que le directeur de cabinet du Premier ministre avait déjà annoncé a priori une date, celle du 17 juillet. Elle vous arrangerait tous, les ministres, cette date-là, avant le 18, l'ouverture de la législature à l'Assemblée, avec des votes importants attendus. Elle permettrait effectivement aux 17 membres du gouvernement sortant qui ont été élus députés, de participer à ce moment très important pour notre démocratie parlementaire, qui est la constitution de l'Assemblée nationale, l'élection de son président, des présidents de commission, du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un moment très important. Pour y participer, il faut pouvoir être député. Et vous souhaitez y participer, vous, en tant que député ? Je crois que ça fait partie de la responsabilité que les électeurs m'ont confiée. Donc oui, je crois que ce serait souhaitable. Parce que partout dans la presse, on a des ministres qui déclarent sous couvert d'anonymat qu'ils en ont marre d'être encore au gouvernement, qui veulent passer à la suite. C'est votre cas ou pas ? Vous le vivez comme une punition ou pas d'être encore au gouvernement ? Je ne dirais certainement pas ça. C'est un honneur et un privilège que de servir le gouvernement de son pays. Et me concernant, s'agissant de l'Europe, vous voyez bien que le monde ne s'arrête pas de tourner. Et que le 18 juillet prochain, le jour où nous allons élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, constituer notre Parlement, c'est un moment important pour la démocratie française, eh bien nous aurons en même temps à Strasbourg l'élection de la présidente du Parlement européen, l'élection de la présidente de la Commission européenne. Et au Royaume-Uni, au même moment... Que le camp présidentiel soutient. Et au Royaume-Uni, au même moment, nous aurons le sommet de la communauté politique européenne, cette instance que le président de la République a voulu, pour qu'au niveau continental, au-delà de l'Union européenne, nous puissions aborder ensemble les sujets de défense de la démocratie et de sécurité de nos pays. Ursula von der Leyen, que le camp présidentiel soutient pour reprendre la tête, pour continuer à la tête de la Commission européenne ? La majorité sortante, c'est-à-dire le groupe qu'on appelle Renew au Parlement européen, et le groupe pivot, le groupe central de la majorité au Parlement de Strasbourg, avec d'un côté la gauche modérée, de l'autre la droite modérée, et c'est cette majorité-là où l'on trouve en son centre le groupe Renew qui soutient Ursula von der Leyen pour un second mandat. D'ici là, on est sur une situation un peu complexe. On a Gabriel Attal qui devrait prendre la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée. On a Bruno Le Maire qui annonce 5 milliards d'économies supplémentaires. On a l'impression que c'est une situation quand même un peu ubuesque qu'on vit en ce moment. C'est une situation évidemment particulière puisque des dissolutions, on n'en a pas connu très souvent. Ce qui est la responsabilité des formations politiques de notre pays, en particulier des formations politiques modérées, puisque ce que les Français ont dit, c'est qu'ils ne voulaient pas des extrêmes, et qu'ils voulaient au contraire que les forces politiques modérées puissent s'entendre. Eh bien, la responsabilité de nos dirigeants politiques, pour le RN, c'est quand même assez important. Bien sûr, et notre responsabilité. En 2017, la majorité, en tout cas la République En Marche, avait obtenu la majorité absolue avec 9 millions de voix. Absolument, et je crois qu'il faut être très attentif à ce que ces 10 millions d'électeurs du Rassemblement national au second tour attendent des responsables politiques de ce pays. Nous devons être à la hauteur. Et ce qu'ils nous ont dit tout au long de cette campagne, et je l'ai entendu dans ma circonscription des Yvelines, eh bien c'est qu'ils veulent des services publics qui fonctionnent, à commencer par la justice, la sécurité, l'école et la santé. Ils veulent aussi qu'on leur redonne du pouvoir, parce qu'ils ont le sentiment qu'un fossé s'est creusé entre Paris
et les territoires. Et cela, c'est vrai en matière civique et politique. Et je crois que nous ne ferons pas l'économie d'aller vers un peu plus de proportionnalité dans la manière dont nous élisons l'Assemblée nationale et le Parlement pour que chaque voix compte et que les sensibilités soient véritablement représentées et que les sensibilités apprennent à travailler les unes avec les autres. Je crois qu'ils attendent aussi que plus de pouvoir, plus d'autonomie leur soit donnée sur le lieu de travail. Combien de fois avons-nous entendu des Français qui se sentent dépossédés de la maîtrise de leur temps, de leur vie dans une vie professionnelle qui est dictée par des plannings sur lesquels ils n'ont plus aucune maîtrise. Jean-Noël Barrot, le nouveau Front Populaire, s'apprête à annoncer le nom de son candidat pour Matignon. Ça devrait être aujourd'hui. Quel que soit le Premier ministre proposé, vous voterez la censure ou pas ? Vous savez, la seule majorité qui arithmétiquement est soutenable pour notre pays, c'est celle qui va de la gauche modérée à la droite modérée. J'entends que les responsables du nouveau Front Populaire ont quelques difficultés à identifier un candidat pour Matignon et ça fait 5 jours qu'ils y travaillent jour et nuit. Je crois que lorsque l'on sort, comme ils le disent, lorsque l'on vire en tête au deuxième tour d'une élection législative, la responsabilité première, quelle est-elle ? Eh bien, c'est plutôt que de se replier sur soi-même, plutôt que de dire qu'on appliquera le programme et rien que le programme, c'est de se tourner vers les autres et en particulier vers le bloc du centre et en particulier vers les Républicains, en ayant à l'esprit que la seule majorité possible qui nous épargnera une instabilité gouvernementale, eh bien c'est celle qui à un moment donné rassemblera la gauche modérée à la droite modérée. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Le problème, c'est que personne pour le moment, ne suit cet appel, ne l'accepte. Les socialistes, vous l'avez entendu, ont dit non. Et puis, du côté des LR, eh bien, Laurent Wauquiez aussi a refusé une éventuelle coalition gouvernementale. J'ai entendu de la part des responsables LR, j'ai entendu au sein de ma famille politique des ouvertures vers ce qui pourrait s'apparenter à une coalition. Et j'alerte celles et ceux qui considéraient aujourd'hui qu'ils ont été élus pour appliquer un programme dont ils ne doivent pas dévier. Je les alerte contre le risque de faire une lourde erreur, celle d'interpréter le vote qui a été celui du Front républicain comme une validation de leur programme. Et je les invite à observer les compromis difficiles parfois que leurs électeurs ont dû faire pour se porter vers d'autres candidats qui n'avaient pas leur préférence au premier tour. Et je les invite à faire de même. Parce que ce qu'on a vu dans d'autres pays européens, en particulier en Espagne, c'est que lorsqu'un parti, en l'occurrence un parti centriste, Ciudadanos, a refusé de composer avec le Parti socialiste pour former ensemble un gouvernement susceptible d'avoir une majorité, pour tenter de rester, fidèles à leur programme d'origine. Que s'est-il passé ? Eh bien, de l'instabilité qui s'en est suivie, le gouvernement minoritaire socialiste a été renversé et aux élections suivantes, ce sont ceux qui n'ont pas composé qui ont été balayés dans les urnes. N'est pas responsable en fait dans cette décision-là, qu'il assume de ne pas accepter une coalition gouvernementale ? J'ai entendu que Laurent Wauquiez envisageait de proposer un pacte législatif. C'est un piège, ça vous le savez, c'est un piège. C'est en tout cas une démarche d'ouverture vis-à-vis des autres blocs et je l'engage à poursuivre dans cette voie. Et j'appelle les dirigeants du nouveau Front Populaire à entrer dans cette même démarche et en particulier aux responsables du Parti Socialiste qui devraient le plus vite possible sortir de cette quête de poste pour rentrer dans une quête de consensus avec le bloc du centre et les Républicains, c'est-à-dire la droite modérée. C'est difficile de le faire quand on est divisé au sein de son propre camp. Sacha Houlié, qui veut créer un groupe social-démocrate qui a quitté Renaissance. On a l'impression que votre camp est divisé. Je crois que les déclarations et l'état d'esprit des responsables du bloc central convergent toutes vers l'idée que seule une majorité allant de la droite modérée à la gauche modérée est susceptible de garantir au pays la stabilité nécessaire pour agir et répondre aux attentes très fortes qui se sont exprimées pendant cette élection. Je le disais, service public, pouvoir d'achat, pouvoir tout court, pouvoir d'agir. Donc vous appelez Sacha Houlié à ne pas se rapprocher du nouveau Front Populaire ? J'appelle
les députés nouvellement élus du bloc central à l'unité, bien sûr, et puis au sang-froid dans une période qui exige que nous serrions les coudes et que nous soyons des facilitateurs pour que les modérés de droite et les modérés de gauche, qui sont encore loin de se parler, puissent le faire le plus rapidement possible, de manière à ce que nous puissions garantir cette stabilité indispensable à l'action au service des Français. En tout cas, si le nouveau Front populaire arrive au gouvernement, vous votez la censure. C'est important de le savoir, que ça soit très clair là-dessus quand même, Jean-Noël Barrot. Il n'y a pas de soutien possible et durable pour un gouvernement NFP qui appliquerait le programme du nouveau Front populaire. Tout simplement parce que le nouveau Front populaire n'est pas majoritaire en France. Il a certes viré en tête des élections, mais il n'a pas vous êtes véritablement sur la même ligne gagné que le ces élections. Rassemblement national à ce niveau-là ? Non, je fais simplement l'addition de ce que représente chaque bloc politique à l'Assemblée nationale, et je constate chaque fois que je le fais que la seule majorité possible va de la droite modérée à la gauche modérée. Et je redis une nouvelle fois que les électeurs ont dû faire des choix difficiles, ont dû faire des compromis au deuxième tour de l'élection législative. Avec un désistement d'un écologiste de votre côté. Exactement. Sur votre circonscription. Exactement. Qui vous oblige peut-être aussi. Et des désistements de candidats du centre ou de candidats de la droite pour que des députés du nouveau Front populaire puissent être élus. Tous ces électeurs ne comprendraient pas que les responsables de ces formations politiques ne fassent pas de même, et ils s'en souviendraient. Et il les sanctionnerait dans les urnes la prochaine fois. Mais les électeurs insoumis, écologistes, dans votre cas, qui se sont désistés en votre faveur, on pense aussi à Gérald Darmanin, à Elisabeth Borne, c'est finalement le fait que ces électeurs vous aient choisi. Il y a eu un report de voix, ça vous oblige quand même d'une certaine manière. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Ça nous oblige tous. Vous savez que le bloc central a consenti à ne pas présenter des candidats dès avant le premier tour, face à des candidats de la droite modérée et des candidats de la gauche modérée, pour leur préserver toute chance d'accéder au deuxième tour, notamment face au Rassemblement national. Nous avons ensuite amené nos candidats à se désister au profit de candidats de droite ou au profit de candidats de gauche. Ces compromis qui ont été faits par nous-mêmes et par les candidats concernés et par nos électeurs, eh bien c'est une boussole qui doit nous amener à faire de même aujourd'hui, c'est-à-dire à bâtir un compromis. Vous l'avez dit, pour vous la seule majorité, c'est une majorité des modérés qui, pour être Premier ministre, pour incarner cette majorité-là. Vous savez, l'identité et même la sensibilité politique de celui ou celle qui sera appelé le moment venu par le président de la République à former le gouvernement importe moins que sa capacité à rassembler autour de lui cette majorité qui sera difficile à constituer, parce que c'est la première fois que nous nous trouvons face à un tel exercice. Alors, quand on regarde tout autour de nous, la plupart des autres pays ont l'habitude de ce type d'exercice. Il faut que nous puissions nous en inspirer, et il faut que nous... Ça peut être un Premier ministre du camp présidentiel ? Je le redis, il y a l'origine politique du Premier ministre est une question secondaire par rapport à la question principale, qui est celle de sa capacité à faire s'entendre la droite modérée de M. Wauquiez, la gauche modérée de M. Faure et M. Vallaud, etc. C'est cette question-là qui se posera le moment venu, et je crois qu'il faudra ensuite aller plus loin, et pour que, face à une situation politique qui aujourd'hui semble un petit peu bloquée, nous puissions éviter qu'elle se reproduise à l'avenir, eh bien aller vers un scrutin proportionnel qui permet à chacun, et en toute transparence, de défendre ses couleurs avant l'élection, et ensuite entrer dans une phase de compromis avec les autres sans se diluer, et de manière à être au rendez-vous de ce que les Français attendent. Le président de votre parti, le MoDem, François Bayrou, peut être un Premier ministre, en l'occurrence un bon Premier ministre, le bon profil, selon vous ? François Bayrou, il est prêt en tout cas, il l'a dit, il se cache pas. François Bayrou a une relation particulière avec les Français depuis longtemps. Il a une expérience, il a un tempérament, le tempérament de la modération, mais il a une clairvoyance qui font de lui, évidemment, l'une des personnalités qui vont nous permettre de surmonter cette difficulté face à laquelle nous sommes et de constituer à terme cette majorité qui permettra de mettre la France sur les rails. Donc vous l'espérez en tout cas, si je vous suis bien, qu'il puisse être Premier ministre, François Bayrou. Je le dis, François Bayrou joue aujourd'hui et continuera de jouer dans les temps qui viennent un rôle décisif pour que cette majorité puisse se
se former, que nous sortions de l'instabilité et que nous puissions enfin agir au service des Français. Jean-Noël Barrot, la CGT cheminot qui appelle à des rassemblements le 18 juillet devant les préfectures, à proximité de l'Assemblée nationale en ce qui concerne Paris. Rassemblement, je cite, pour exiger au gouvernement, un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Ça vous inspire quoi, ça ? Je veux saluer, par contraste, la démarche entreprise par la CFDT, qui, elle, appelle les dirigeants des blocs qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et en particulier des blocs modérés, de la droite jusqu'à la gauche, à entrer dans la seule démarche possible, ou de la seule démarche susceptible d'être utile et positive pour les Français, qui est celle du compromis, en associant à cet effort la société civile qui, c'est vrai, s'est mobilisée pour, elle aussi, appeler au barrage contre l'extrême droite, de manière à ce que nous puissions collectivement pouvoir reprendre le travail sur la question des fins de mois difficiles, sur la question de l'accès à la santé et aux services publics dans les territoires ruraux, sur la question de la sécurité et de la justice, mais aussi, je le disais tout à l'heure, sur la question du pouvoir qui doit être restitué aux Français si nous ne voulons pas que le fossé qui s'est creusé entre les élites et le peuple continue à le faire. Dans ce cas-là, est-ce que vous saluez également l'attitude de la France insoumise qui a dit qu'elle n'appelait pas à marcher vers Matignon ? C'est une décision que vous saluez à ce niveau-là ? Si vous voulez, j'ai entendu un député ou ancien député de la France insoumise appeler à marcher sur l'Élysée ou sur Matignon. Ce à quoi nous avons eu l'habitude. Manuel Bompard a corrigé. Lui, il a dit que LFI n'appelait pas à cette marche-là. Bah écoutez, il a bien fait de corriger. Je ne veux pas non plus donner des crédits ou des félicitations à un responsable politique qui s'exprimerait pour dire qu'il ne faut pas marcher sur les institutions. Ça me paraît être la base et ça ne devrait même pas avoir à être dit ou rappelé. Jeudi prochain, c'est donc l'ouverture de la nouvelle législature avec notamment l'élection, vous le disiez tout à l'heure, du président de l'Assemblée. Alors il y a plusieurs favoris qui se dégagent. Il y a Braun-Pivet, Sandrine Rousseau qui a fait acte de sa candidature à ce micro même. On a aussi la présidente du groupe Les Écologistes, Cyrielle Châtelain, et puis le centriste Charles de Courson. Alors je ne vais pas vous demander quel est votre préféré, mais lequel vous ne voulez pas voir au perchoir, à titre personnel. C'est une discussion qui est très différente de celle qui conduira à la formation d'un gouvernement, à la constitution d'une majorité à l'Assemblée. La répartition des postes de responsabilité à l'Assemblée nationale, c'est un exercice différent sur lequel repose la légitimité de ce lieu si particulier dans notre vie démocratique, qui est le lieu où les conflits s'expriment, où les opinions se confrontent, et où, en quelque sorte, chacun, pour que cette Assemblée nationale fonctionne, doit être convaincu de sa légitimité. C'est pourquoi, désormais que les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale ont choisi leurs dirigeants, eh bien les discussions vont désormais pouvoir s'ouvrir pour que chacun puisse trouver sa place dans les instances qui garantissent le bon fonctionnement de l'Assemblée et que tout cela soit réparti. Donc je ne veux pas préempter, si vous voulez, cette discussion qui n'est pas une discussion politique, qui est une discussion démocratique. Mais et si j'ai entre les lignes, vous parlez de légitimité justement, arriver à parvenir à ce poste. Ça veut dire, est-ce que, très concrètement, est-ce que Sandrine Rousseau, est-ce que la présidente du groupe Les Écologistes serait légitime à ce poste-là? Est-ce qu'elles auraient leur place au perchoir? Ce que je vous dis, moi, c'est que il n'est pas question de trier entre les députés. Les députés sont les représentants de la nation. Ils doivent être associés au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Sans quoi l'Assemblée nationale, elle perd sa légitimité. Et certains députés, critiquant l'Assemblée nationale, décident d'aller faire les débats dans la rue plutôt que dans l'hémicycle. C'est un risque qu'il faut à tout prix écarter. Ensuite, l'attitude. Ensuite, vous m'interrogez sur le portrait robot, si je puis dire, de la présidente de l'Assemblée nationale. Je crois que pour s'acquitter de cette fonction dans les meilleures conditions, il faut avoir une certaine forme d'autorité,
une certaine forme de tempérance, une certaine forme de modération qui permet justement, dans ces moments de grande tension à l'Assemblée nationale, de ramener le calme. Et donc, il va y avoir des discussions pour que chacun puisse être dûment représenté dans ces instances qui garantissent le bon fonctionnement de l'Assemblée. S'agissant de la personnalité et indépendamment des sensibilités politiques, je crois que c'est vers un profil comme celui-ci qu'il faudrait se tourner. François Hollande, par exemple ? Écoutez, on verra les personnalités qui sont candidats à ce poste. J'ai pas entendu François Hollande faire acte de candidature. Quand j'écoute justement votre profil robot pour justement arriver au perchoir de l'Assemblée nationale, on peut penser à François Hollande, ancien président de la République, une certaine légitimité, une autorité, et puis je vous ai dit, capacité à être consensuel. Je vous ai dit tout à l'heure que la responsabilité du nouveau Front populaire, plutôt que de partir à la quête des postes, c'était de tenter de s'entendre avec les modérés de droite et avec le bloc du centre. Je ne veux pas, là non plus, sur la discussion qui concerne l'Assemblée nationale, préempter les discussions en brandissant des noms, en brandissant des lignes rouges, parce que ce serait la meilleure manière de faire échouer cet exercice si important où on doit justement sortir de ces postures, oublier l'espace de quelques instants que nous sommes des adversaires politiques pour garantir que cette maison de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale, soit assise sur des fondations légitimes que chacun respecte. Je retiens donc pas de ligne rouge à ce niveau-là. Jean-Noël Barrot, vous êtes encore ministre délégué chargé de l'Europe. En Ukraine, la guerre continue, il ne faut pas l'oublier. La crise politique que nous vivons a-t-elle bloqué ou ralenti l'aide de la France à l'Ukraine? Est-ce que finalement, ça n'a pas été un cadeau fait à Vladimir Poutine à ce niveau-là? Non, je ne crois pas. D'abord parce que depuis des mois maintenant, la France assume une position très forte dans le concert des nations au niveau européen, mais encore hier par la voix du président de la République à l'OTAN, qui consiste à garantir à l'Ukraine un soutien aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. D'autre part, nous avons pris des engagements vis-à-vis du président ukrainien et de son peuple, de pouvoir lui apporter des ressources nouvelles, et en particulier des avions. Et puis enfin, il est heureux que, à l'issue de ces élections législatives, les partis eurosceptiques et pro-Poutine aient été écartés du pouvoir. Et quelle que soit, si l'on peut dire, la majorité qui se dessinera demain, quel que soit le gouvernement qui sera formé, eh bien, vous aurez là des formations politiques, des responsables politiques qui sont pro-européens et qui sont pro-Ukraine et non pas pro-Poutine. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'Europe a poussé un ouf de soulagement, l'Ukraine a poussé un ouf de soulagement, et on va pouvoir continuer à aller dans la même direction. En tout cas, la dissolution n'a pas interrompu l'aide de la France à l'Ukraine, pour être très clair. Je ne crois pas qu'elle l'ait interrompu. Maintenant, évidemment, il nous faut le plus rapidement possible, et ça c'est la responsabilité de celles et ceux qui aujourd'hui campent un peu sur des postures, de débloquer, de déverrouiller pour aller vers cette majorité des modérés, de droite, de gauche et du centre, pour pouvoir poursuivre l'action gouvernementale, puisque notre soutien à l'Ukraine, il se joue dans les instances internationales, européennes ou otanienne, mais il se joue aussi dans l'action que peuvent mener un certain nombre de grands ministères, et il faut évidemment que cela continue parce que le monde ne s'arrête pas de tourner. Bon, rassurez-moi, Jean-Noël Barrot, vous ne confondez pas Zelensky et Poutine? Vous parlez du président Biden. Joe Biden. Je rejoins ce qu'a dit le président de la République. Il faut regarder ce qu'est le bilan du président Biden, qui a fait un excellent mandat pour son pays, et y compris pour l'Ukraine. Il faut s'en faire d'ingérence, parce que ce n'est pas notre rôle. Il faut regarder aussi quelle est la situation du Parti démocrate, et se demander, puisque j'entends des appels à ce que Joe Biden soit remplacé par un autre candidat. Vous l'espérez, ça? Ouais. Non, je m'interroge, comme d'autres, sur ce que ça pourrait provoquer pour le camp républicain, sans faire le camp démocrate. Voilà, je fais moi-même un lapsus. Vous voyez, sans faire d'ingérence dans la politique intérieure de nos alliés américains, je trouve que ce sujet-là prend beaucoup d'importance au risque
risque peut-être d'éclipser un certain nombre de sujets qui sont importants pour nous autres, Européens, mais aussi pour les citoyens américains qui sont en droit d'attendre, eux aussi, que des réponses très concrètes soient apportées à leurs problématiques du quotidien. Merci beaucoup, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, député MoDem des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.